bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à la Ivy League. Tout d'abord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser bien sûr sur l'absent épisode de la semaine dernière. J'ai pas trouvé le temps de préparer correctement l'épisode, donc j'ai préféré ne pas l'enregistrer. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va pas revenir en détail sur les matchs qui sont passés les deux dernières semaines, on va plutôt faire un état des lieux de la Ivy League jusqu'à présent depuis ce début de saison, pour ensuite se projeter sur les matchs du week-end. Et parce qu'il y a probablement le plus gros choc depuis le début de la saison, et probablement le choc de la saison tout court en Ivy League, c'est Harvard qui se déplace du côté de Dartmouth. On y reviendra bien évidemment un petit peu plus tard. Alors, avant de commencer, petit rappel sur comment ça s'est passé depuis le début de la saison en Ivy League. Donc là, les équipes ont joué un total de 6 matchs pour l'instant. Il en reste 4. Il en reste simplement 4 matchs de conférence. Ils ont fini tous leurs matchs contre des équipes d'une autre conférence. Donc on peut déjà commencer à faire un premier bilan. Toutes les équipes de la conférence ont joué donc 3 matchs. Le Big Green de Dartmouth est en tête avec un bilan de 3-0, suivi d'un trio composé des Bears de Brown, de Crimson d'Harvard et des Lions de Columbia avec un bilan de 2-1. Le Big Red de Cornell, les Bulldogs de Yale et les Tigers de Princeton ont un bilan de 1-2 et les Quakers de Penn ont un bilan pour l'instant de 0-3. Les Quakers que j'avais mis, je vous le rappelle, comme mes favoris, à moi, pour le titre de l'Ivy League cette année. Donc voilà, encore une fois, j'ai eu le nez fin, comme on dit. Donc voilà, donc je m'excuse auprès de tous les fans des Quakers qui m'écoutent d'avoir jinxé leur belle offense. Voilà. Très clairement, il y a une équipe qui se détache depuis le début de la saison, c'est le Big Green de Dartmouth. Ils sont même d'ailleurs classés au top 25 FCS, ce qui est déjà une petite performance pour une équipe de Ivy League. Donc voilà, donc ils ont un bilan de 6-0, donc pas de défaite pour eux, 3-0 en Ivy League, notamment une jolie victoire contre les Lions la semaine dernière, grâce notamment à une énorme début de match. Le Big Green qui est très clairement pour l'instant l'équipe qui a fait la plus forte impression. Derrière, mention spéciale donc aux Lions de Columbia, vraiment impressionnant depuis l'arrivée de John Pop. Alors apparemment il faut dire Poppy, John Poppy, cette année à la tête des Lions. Alors 2 défaites pour les Lions mais une seule en Ivy League. Et puis l'impression d'embêter tout le monde quand ils jouent. Donc voilà, donc la surprise de ces débuts de saison, c'est très clairement les Lions, avec bien évidemment leur jeu au sol bien léché et une défense de fer. Mais ça, on avait quand même très clairement l'habitude de voir ça chez les Lions, mais une attaque qui fonctionne bien, ça c'est un peu plus nouveau. Troisième larron à suivre, c'est bien évidemment Harvard que j'avais mis un petit peu de côté. Alors my bad, mais Harvard qui revient très fort. Pourquoi je les avais mis de côté? Parce qu'en fait, en semaine 2, il y avait une défaite contre Brown qui était un petit peu incompréhensible. Alors, pas une grosse défaite, seulement de 3 points, on se souvient, mais une défaite quand même. Alors, par contre, derrière, ils ont enclenché la seconde et ils ont roulé sur à peu près tout le monde. Alors, Holy Cross, ça a été plus compliqué. C'est probablement l'un des plus meilleurs matchs de la saison, d'ailleurs, match en semaine 5. Je crois que j'avais tweeté d'ailleurs Harvard Holy Cross match de l'année. C'était assez dingo à suivre avec un touchdown dans la dernière seconde de la part d'Holy Cross, une tentative de conversion à 2 points malheureusement loupée. Et donc une défaite d'Holy Cross face au Crimson. Franchement, c'était un match assez dingue. Et derrière, une énorme fessée à Princeton, derrière 45-13 la semaine dernière. Donc voilà, donc le Crimson qui arrive lancé avec un John Craig et une attaque qui fonctionne très bien. Cooper Darkett, toujours très bon au poste de receveur. Xavier Baxon, nouveau running back qui fonctionne très bien aussi. Voilà, une équipe qui est montée en puissance au fil de l'année et qui arrive pile poil lancée pour ce match contre le Big Green. On y reviendra donc un petit peu plus tard. Alors, au rayon de déception, je vais forcément parler des Quakers. Il faut être tout à fait honnête avec nous. Alors, il y avait une défaite contre Delaware en semaine 1, on se souvient. Celle-là, elle était un peu plus classique parce que Delaware, ça fonctionne bien. Ils vont passer en FBS l'année prochaine. Enfin, voilà, il n'y avait pas de grosses surprises. Par contre, derrière, ces 2 défaites de suite là, contre Columbia et contre Yale, 2 défaites à domicile en plus. Et contre Yale, ça a été quand même une bonne grosse déculottée. Défaite 31-10 la semaine dernière. C'était le match du vendredi soir d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder un petit peu les highlights. Enfin, toujours est-il que les Quakers n'ont pas existé sur ce match-là. Alors, au contraire des Bulldogs qui eux aussi montent en puissance, Aiden Sein
voilà, est sorti, un petit peu blessé, un petit peu benché aussi. Donc voilà, donc quand Aden Seyi ne joue pas ou joue mal, c'est compliqué pour les Quakers et ça s'est confirmé. Jaren Richardson aussi est très clairement dans le dur pour les Quakers, celui qui était probablement le meilleur receveur de l'Ivy League en début de saison disparaît totalement là depuis quelques semaines. On se souvient quand j'avais fait lors de la preview contre Dartmouth, j'avais dit qu'il avait probablement coché ce match-là, bah, ça a été compliqué. Si je dis pas de bêtises, je crois pas qu'il ait un seul match au-dessus des 100 yards cette saison. Alors il a fait quelques bons matchs quand même. Hein. On se souvient notamment du début de saison contre Colgate ou Delaware où il est plutôt bon. Mais depuis le match contre Dartmouth, c'est très compliqué. Donc forcément, si tes playmakers, ben, ils fonctionnent pas bien, ben, voilà. Et derrière la défense, c'est pas ça. C'était très clairement mon point d'interrogation début de saison. Si l'attaque ne fonctionne pas, la défense n'est pas assez talentueuse derrière pour gagner des matchs, et ça s'est confirmé petit à petit pour les Quakers, qui ferment la marche en Ivy League, et c'est assez surprenant. Alors, je pense pas que ce soit leur classement final, qu'on soit très clair, mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, c'est les derniers de l'Ivy League. Petit mot sur Yale, Yale que finalement j'avais intérêt peut-être un peu vite aussi, parce qu'il y avait une défaite à Cornell en week 2, un peu comme Harvard, finalement leurs grands rivaux. Je les en tiens un peu vite, mais ils reviennent bien. Ils reviennent bien pourquoi? Parce qu'ils reviennent parce qu'il y a deux victoires de suite, notamment contre Penn, et aussi une défaite très courte contre Dartmouth dans un match complètement dingo, on s'en souvient. Défaite 44 à 43. Donc c'est une équipe qui est vraiment pas mal du tout. Ils ont trouvé leur quarterback, Grant Jordan. David Pantelis, bon receveur. Enfin voilà, c'est une équipe qui refonctionne correctement. J'avais un peu peur en début d'année, notamment après la défaite contre Cornell, mais voilà, c'est toujours attention de faire attention de tirer des conclusions après un match ou deux. Enfin voilà, donc pas trop les enterrer trop vite les Bulldogs qui reviennent bien lancés. Alors malheureusement pour eux, ils ont déjà 2 défaites en Ivy League, donc je pense que le titre ça va être compliqué parce que ça sous-entend que Dartmouth doit perdre encore 2 matchs. Et honnêtement, je le vois pas trop encore perdre 2 matchs. Donc voilà, mais quand même les Bulldogs sont quand même plutôt bien lancés et voilà, comme d'habitude, on va cocher The Game dans 3 semaines qui risque d'être hyper important. Parce que, mine de rien, ça pourrait, en fonction du résultat de Harvard-Dartmouth, ça pourrait carrément décider de qui remporte la Ivy League ou pas. Mais on y reviendra bien sûr le cas échéant. Au rayon des déceptions, j'en ai parlé semaine après semaine, mais très clairement les Tigers de Princeton, hein, avec une attaque qui n'arrive pas à fonctionner, un problème au poste de quarterback, hein, très clairement. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Alors le dernier match contre le Crimson d'Harvard, c'était Blaine Ipa qui a pris les rênes de l'attaque au niveau de la passe. Ça a été moins catastrophique que d'habitude, mais c'était pas très bon non plus. Mais au sol, c'est catastrophique. John Volkner, on le reconnaît pas. On reconnaît pas l'attaque de manière générale de Princeton, qui vit vraiment une saison de galère et qui pourrait très clairement, au vu de la dynamique de cette saison, ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent vraiment tout au bout de la Ivy League. Sachant que Cornell a déjà gagné un match, mine de rien. Alors, cette semaine, il y aura donc un Cornell-Princeton qui va être hyper important. Bien sûr, on y reviendra dessus. Mais voilà, je suis assez inquiet, voilà, pour les Tigers pour cette saison, parce que ça part un peu en cacahuète. Voilà, Bob Suras n'a pas réussi à trouver son quarterback, et ça, dans une ligue où tu as besoin d'un bon quarterback quand même, pour avoir un dual threat aussi bien au niveau du jeu au sol, parce qu'il y a du jeu au sol hein, du côté des Tigers. John Volkner, vous le connaissez, je l'ai quand même nommé un certain nombre de fois, mais là, quand t'as pas de quarterback, forcément après c'est plus simple, hein, tu blinds la box, et c'est exactement ce qui s'est passé contre Harvard, et voilà, ils ont pas réussi à dérouler offensivement, mais bon, là ça fait des semaines que c'est le cas. Je viens de voir les stats. Leur meilleur match offensivement, c'est contre l'I en semaine 1 avec 20 points marqués. Sinon, le reste du temps, c'est 17, 13 ou même 7 points contre Mercer. Donc voilà, c'est très très compliqué pour les Tigers. Voilà, donc à Bob Suras de trouver la solution. D'ailleurs, on parle de Bob Suras, un truc assez marrant. On parlait, je sais plus où, alors je sais plus si c'est dans une conversation qu'on avait Twitter qu'on a sur Twitter entre les membres de The Triplé ou pas, enfin bref, on parlait de Rutgers, on se posait la question de qui était le... Ah non, c'était sur Lot 6, voilà, sur Lot 6, qui était dans le quarterback numéro 2 de Rutgers, et en fait on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte en googlant la question, qu'il y a le fils de Bob Suras qui est quarterback à Rutgers, et voilà, c'est pour la petite anecdote, et puis voilà, pour
Là où l'ironie est encore plus importante, c'est qu'on sait quand même que le premier match de college football, ça reste un Rutgers-Princeton. Donc voilà, donc c'est assez marrant de se dire que le fils du coach de Princeton est quarterback à Rutgers. C'est un true freshman ou redshirt freshman, si je dis pas de bêtises. Voilà, on suivra quand même un peu sa carrière au cas où, et peut-être qu'il fera un détour par les Tigers d'ici la fin de sa carrière, sait-on jamais. Peut-être que la solution est là. Donc voilà pour un point de vue général de l'Ivy. Alors j'ai pas parlé de Brand et j'ai pas parlé de Cornell. Voilà, des équipes qu'on savait être en difficulté. Alors Brand c'est 2-1 quand même, hein. C'est vrai que je suis un petit peu médisant en fait. Le bilan out of conference cache un peu la bonne saison dans la conférence. Ils viennent de battre Cornell au forceps. Alors ils ont perdu contre Princeton de façon un peu bizarre, qu'on soit très clair. Alors qu'ils ont battu Harvard. Enfin voilà, c'est toujours pareil. C'est un peu on va dire les particularités du college football. Là, tout le monde est capable de battre tout le monde. Par exemple, ils ont battu Georgetown qui a battu eux-mêmes Columbia, alors que voilà, je pense que Columbia a quand même une largement meilleure équipe que les Bears. Voilà. Jack Wilcox toujours aussi impeccable, même si je le trouve un peu un ton en dessous cette année, un peu moins décisif. Il a eu des matchs un petit peu plus compliqués, notamment contre Rhode Island, mais ça on s'y attendait un petit peu. Et même la semaine dernière contre Cornell, ça n'a pas été dingo, 3 interceptions pour lui. Voilà, pour un senior, je trouve qu'il fait pas mal d'erreurs, des erreurs qu'il ne faisait pas forcément l'année dernière. Et donc finalement, il est sur un bilan de 7 TD et 8 interceptions depuis le début de l'année. Ça reste un senior avec beaucoup d'expérience et c'est un petit peu décevant. Et je pense que c'est pour ça que Brown a quand même perdu quelques matchs depuis le début de la saison. Ils ont un bilan de 3-3. Voilà pour un point de vue sur la photo des 6 premiers matchs de la saison en Ivy League. On va pouvoir parler maintenant des matchs de la semaine. On commence d'ailleurs ce soir. Alors j'espère que j'arriverai à uploader l'épisode, comme ça vous pourrez écouter l'épisode avant le choc entre les Lions de Columbia et Yale. Match à minuit sur ESPNU, donc avec le changement d'heure on peut commencer à regarder le match, ça c'est plutôt cool. Alors c'est plus de la centième rencontre entre les deux programmes, forcément, hein, c'est de vieilles facs qui se sont souvent rencontrés. Les Lions qui restent sur 4 défaites de suite contre Yale dans la rivalité, enfin rivalité oui et non, enfin, en tout cas dans la rivalité de la Ivy League. Donc on attend d'eux une victoire, sachant que ça c'est du côté de New York, donc pour moi je les donne légèrement favoris parce que c'est à domicile. Mais la dynamique actuelle fait quand même laisse à penser qu'elle arrive quand même un peu plus lancée. J'espère que la défaite contre Dartmouth va pas laisser trop de traces du côté des Lions. Voilà, c'est un duel un petit peu de force contre force. La grosse attaque hein, de Yale contre la grosse défense des Lions. Il y a notamment une énorme attaque au sol de Yale contre une très bonne défense à la course des Lions. Donc voilà, c'est vraiment force contre force. Quelle équipe sera capable de faire le moins voir ses défauts, sortira vainqueur de ce match. Je mets quand même une piécette. Je mets quand même une petite pièce sur les Lions. Pourquoi? Parce qu'il y a sa capacité à créer des turnovers et que Yale fait quand même des erreurs à ce niveau-là. Ils sont tout simplement les premiers en Ivy League sur les interceptions, avec 7 interceptions depuis le début de la saison, ce qui est quand même pas si mal que ça. Et que je pense que ils seront capables probablement d'embêter Grant Jordan, qui reste un quarterback pas hyper... voilà, c'est sa première saison en tant que titulaire. Il pourrait faire des erreurs. Donc voilà, donc moi je suis assez confiant pour les Lions, mais d'un autre côté, Yale, ils arrivent quand même vraiment lancés, comme j'ai dit. Ils ont pas mal notamment de bons receveurs et pas mal on va dire de cibles. D'ailleurs, c'est pour ça que Grant Jordan arrive à faire une bonne saison. Voilà, il y a le duo Pantelis-Masonship qui fonctionne très bien. Tous les deux ont plus de 30 réceptions cette saison. Mais voilà, je pense que, on va dire, sur la dynamique, depuis le début de la saison, les Lions partent très, 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 très légèrement favoris. Même si, voilà, du côté de Yale, on est quand même une équipe qui a prouvé qu'elle est capable d'emmerder tout le monde, avec la courte défaite contre Dartmouth. Voilà, c'est très clairement deux des meilleures équipes d'Ivy League cette année, et je pense que le vainqueur finira sur le podium final de la Ligue. Parce que de toute façon, voilà, ils sont tous les deux à 2-1, et que je pense qu'ils ne devraient pas perdre énormément de matchs d'ici la fin de la saison. Donc voilà. Direction maintenant les matchs de samedi qui commenceront à 17h. Alors on va garder le très gros morceau pour la fin bien évidemment. On va commencer par le seul match qui commence à 17h d'ailleurs, c'est Pennsylvania qui se déplace du côté de Brown.
Alors, il faut que je retrouve le spread très rapidement. Penn à Brown, Penn à Brown, Penn à Brown. Penn est légèrement favori de 2 points. Ça m'étonne pas trop parce que je pense quand même que globalement Penn a un peu plus de talent, mais que Brown fait quand même une meilleure saison de manière générale. Alors, quoi dire sur ce match-là? Que je pense que ça dépendra, comme d'habitude, ce que va faire Aiden Senin, hein, qu'on soit très clair. Alors, j'ai pas trouvé énormément d'infos de savoir s'il jouera ou pas, mais je pense que ça passera par un gros match de sa part parce que Penn a besoin de lui, tout simplement. Surtout après la claque contre Yale la semaine dernière. La clé pour Brown, à mon avis, sur ce match-là, ça sera être la capacité à pas encaisser trop de points au début de match parce qu'ils prennent souvent des valises dans le premier quart-temps et courent après le score. Donc voilà, donc ça sera à Brown de faire le nécessaire, ce qu'il faut en attaque, pardon, enfin en tout cas défensivement et en attaque pour ne pas sombrer dès le premier quart-temps, sachant que très clairement l'attaque de Penn n'est pas aussi reluisante qu'on aurait pu penser. Aiden Seing est blessé, on ne sait pas s'il va jouer, j'ai pas plus d'infos pour l'instant. Donc on verra. Voilà, face à une attaque quand même au sol qui fonctionne bien. Malaki Osley, un des meilleurs running backs de Ivy League, je l'en ai déjà parlé. Mais l'attaque aérienne et de Penn est quand même plus en difficulté que prévu. Et si on vous arrivez à bien focus Jared Richardson du côté de Penn, voilà, et puis on sait que les DB de Brown, c'est forcément la force de cette équipe défensivement. Donc voilà, donc s'ils sont capables d'arrêter Jared Richardson, je pense que ça sera une victoire de Brown. Mais voilà, je ne vais pas lâcher mes petits Quakers comme ça. C'était mes favoris. Je vais dire qu'ils vont battre Brown, surtout que c'est à domicile. Non, c'est à Brown, pardon, excusez-moi. C'est à Brown. Donc je vais quand même dire Penn. Mais voilà, il va falloir quand même au bout d'un moment que l'attaque se sorte un petit peu les doigts parce que sinon c'est quand même très 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 compliqué actuellement pour Penn qui, donc je rappelle, est dernier actuellement de l'Ivy League. Alors, match à 18h maintenant. Pour concrètement peut-être le duel des très mauvais élèves de cette année. Enfin, on le savait, l'autre c'est un peu une surprise quand même, c'est Cornell qui se place du côté de Princeton. Malheur donc au vaincu qui, à mon avis, se terminera dernier de la League cette année. Voilà, c'est mon petit hot take. Le perdant de ce match terminera avec la cuillère de bois, en tout cas la dernière place du classement de la Ligue. Parce que c'est très clairement les deux équipes qui m'ont fait la moins bonne impression depuis le début de la saison. Alors c'est un petit peu paradoxal pour Cornell qui avait tapé Yale quand même 47-23 en semaine 2. Mais derrière, il y a vraiment des grosses défaites un peu partout, donc je pense que c'est compliqué. Voilà, première année à la tête du Big Red pour Dan Swanstrom, pardon. Donc voilà, on n'est pas surpris non plus, hein, qu'on soit très clair. Beaucoup plus surprenant de la part des Tigers. 106e rencontre pardon, entre les deux programmes. Voilà, je vais donner Cornell vainqueur. Pourquoi je vais donner Cornell vainqueur? Parce que j'ai vraiment aucune foi en cette équipe de Princeton qui est très légèrement favori de 3 points. Et que voilà, ce qu'ils m'ont montré, il y a vraiment une énorme fessée contre Harvard la semaine dernière. Pas de quarterback. Voilà, c'est être compliqué. Je sens un gros match de Jameson Wang, le quarterback de Cornell. Avec notamment Samuel Musungu, son premier receveur. Voilà. Après, pour donner un petit peu d'espoir pour Princeton, Bob Suras a toujours trouvé les mots pour faire rebondir ses équipes après des grosses défaites, ou en tout cas des défaites un peu what the fuck. L'année dernière, on se souvient, ils avaient tapé Harvard alors qu'ils étaient malmenés tout au long de la saison. Je me dis pourquoi pas cette année pareil. Pourquoi pas cette année pareil avec une victoire un peu au forceps. Même si voilà, je j'ai pas beaucoup d'espoir pour cette équipe de Princeton pour être tout à fait honnête. Donc je vais donner Cornell d'une courte tête dans un match que personne va regarder, qu'on soit très clair, parce que à 18h30 arrive le très gros morceau de la semaine, voire de l'année. Harvard qui se déplace du côté de Dartmouth. Que dire. Alors, la question, c'est savoir... Alors, Dartmouth est favori de 0,5 points, donc on va dire très clairement qu'il n'y a pas favori dans ce match-là. La clé du match, pour moi, c'est la défense de Dartmouth qui a été excellente, et je pèse mes mots depuis le début de la saison. Alors, il y a un nom qui ressort notamment depuis la semaine dernière, c'est Ejike Adele, le défenseur, le membre de la D-line du Big Green. Cette défense-là sera-t-elle capable d'arrêter
l'attaque de Harvard, pardon. Voilà, je vais parler de ce two-head monster, j'ai envie de dire, entre Charles Prima et Jaden Craig. Charles Prima sur les packages, peu de yards ou en red zone. Jaden Craig pour des passes un petit peu plus longues. Voilà, ce duo-là pose énormément de problèmes aux défenses adverses. Savoir comment gérer ça. Parce que Charles Prima, alors, même s'il court beaucoup, il est tout à fait capable de passer. Ça a été le quarterback titulaire une bonne partie de la saison dernière. Et voilà. Et Andrew Orich, le nouveau head coach du Crimson, je trouve qu'il a trouvé vraiment, vraiment le bon fonctionnement et que le Crimson roule un peu sur tous ses adversaires, notamment offensivement. Mine de rien, ils ont jamais marqué moins de 28 points cette année. Jamais moins de 28 points. Alors la défense encaisse quelques points, on est d'accord. Mais cette attaque est tellement impressionnante qu'on se dit que Dartmouth n'arrivera pas à arrêter l'attaque du Crimson. Alors, oui et non. J'ai quand même beaucoup d'espoir parce que Dartmouth a été capable d'arrêter toutes les attaques à peu près qu'ils ont rencontrées. Alors contre Yale, c'était un petit peu plus compliqué, on est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, il y a quand même une forte défense. La semaine dernière contre les Lions de Columbia, ils prennent pas de points pendant quasiment 4 quarts-temps, enfin 3 quarts-temps. Ouais. Donc voilà, quand la défense se met au niveau, c'est quand même très compliqué d'arrêter Dartmouth. Alors effectivement, contre Yale, ils ont pris beaucoup de points et que Yale, offensivement, peut-être pas se rapproche de ce que fait Harvard, mais en tout cas a une force de frappe, on va dire à peu près équivalente. Donc voilà, ça va être très clairement ça, moi, la clé du match. Est-ce que l'attaque de Harvard va être capable de mettre en difficulté Dartmouth, parce que Dartmouth a prouvé semaine après semaine qu'ils gagnent. Ils sont capables de gagner des matchs où il faut marquer des points. Ils sont capables de gagner des matchs où ça joue au cordeau défensivement. Donc voilà, ils sont capables de gagner sur tous les tableaux. Et je pense que ça montre que c'est une équipe hyper complète. Et un peu plus complète que Harvard. Est-ce que ça suffira? J'en sais rien. Parce que je pense que Harvard arrive très clairement lancé. Et je vais trahir mon choix. Mais je pense que Harvard va gagner du côté d'Hanover. Parce que le match passe à Dartmouth. Mais ça va être un super match. 18h30 donc du côté d'ESPN+. Alors attendez, j'ai à peine regardé, je t'avoue, la semaine de college football qui est un peu faiblarde, je trouve. Alors qu'est-ce qu'il y a comme match de 17h, enfin en tout cas sur le premier slate. Ah oui, il y a Ohio State, Penn State, ouais. Je suis pas sûr que ça soit extraordinaire, même si les deux 4 contre 3. Moi allez, mettez sur le deuxième écran parce que voilà, c'est probablement des grands matchs cette année en FCS, en Ivy League bien évidemment, mais en FCS tout court. Donc voilà. Maintenant, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que l'attaque de Dartmouth va être capable de marquer des points contre la défense d'Harvard? Alors, pour moi, c'est aussi une des clés du match, c'est savoir si cette DL d'Harvard, notamment Jacob Psych, le defensive end, qui est le meilleur plaqueur, en tout cas en termes de sac du Crimson, va être capable d'embêter celui qui jouera quarterback du côté du Big Green. Je pense que ça sera Grayson Saunier puisque voilà, il a joué les derniers matchs et que Jackson Proctor était disponible la semaine dernière et qu'il n'a pas joué. Et je pense que le coach ne veut pas changer une équipe qui gagne. Donc à voir, mais ça serait pas étonnant de voir les deux aussi jouer pour poser des soucis de la même manière que on va dire Harvard est capable de faire jouer deux quarterbacks. Ça serait assez intéressant de savoir si Dartmouth pourrait faire la même chose. Ça serait assez ironique de rendre la monnaie de sa pièce, on va dire. Sammy McCorkle, le head coach de Dartmouth, pourrait avoir cet atout-là dans la manche. Donc à suivre, bien évidemment, sachant qu'effectivement, on va dire du côté des playmakers, c'est peut-être un petit peu moins ronflant du côté de Dartmouth, mais voilà, il y a quand même une sacrée profondeur. Il y a quand même Quick Jones, le running back, qui est quand même plutôt intéressant. Paxton Scott, le receveur numéro 1, pareil, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, à voir. Quick Jones qui vient de sortir un très très gros match contre Columbia, avec quasiment 200 yards pour lui, avec quasiment 10 yards à la course, par course. Donc voilà, sera peut-être lui d'ailleurs, le factory de ce match-là, savoir si Quick Jones est capable de faire une performance dans la veine de ce qu'il a sorti la semaine dernière. Voilà, donc je vais donner Harvard vainqueur dans un match, on l'espère, voilà, à la grandeur de ce qu'on pourrait attendre de ce match-là. La Ivy League a montré qu'ils sont capables de faire des matchs hyper serrés. Il y a
le Yale Dartmouth, le Holy Cross Harvard, enfin bref. Il y a pas mal de matchs qui ont été super cool cette année en Ivy League. Donc on l'espère que The Dartmouth Harvard sera aussi de ce même tonneau-là. Et puis voilà, et puis on fera le bilan. Alors, le vainqueur, alors qu'on soit très clair, il y a peut-être une dimension aussi à prendre en ligne de compte, c'est que Dartmouth n'a pas grand-chose à perdre dans ce match-là. C'est-à-dire, je m'explique. Harvard a déjà une défaite. Avec une deuxième défaite, je pense que le titre s'envole définitivement pour le Crimson, puisque Dartmouth aurait besoin de perdre 2 matchs sur ces 3 derniers pour ne pas remporter la Ivy League. Ce dont je ne crois pas une seule seconde. Donc il y a quand même un petit peu plus de pression du côté d'Harvard que du côté d'Dartmouth. Voilà. Est-ce que ça va jouer? J'en sais rien, mais c'est quand même un paramètre à prendre en ligne de compte. Voilà. Donc je vais quand même donner Harvard, parce que je pense que offensivement, ça va être compliqué pour Dartmouth de les arrêter. Mais j'attends quand même un grand match de college football. Voilà. Je pense que ce sera le match le plus important de l'année, avec potentiellement le Yale Harvard de fin de saison, mais ça on y reviendra. Si Harvard bat Dartmouth cette semaine. Voilà. Voilà pour un point de vue tout à fait, on va dire exhaustif des matchs qui arrivent. Je m'excuse encore une nouvelle fois de l'absence d'épisode la semaine dernière. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu, Oklahoma State va jouer avec un... Alors, pourquoi je parle d'Oklahoma State? Oklahoma State va donc jouer avec un throwback, parce que c'est homecoming du côté de Stillwater, va jouer un throwback de leur équipement des débuts des années 1900. Un moment où ils s'appelaient donc les Oklahoma A&M Tigers. Pourquoi ils s'appelaient les Tigers? Eh bien oui, vous avez tout compris, à cause des Princeton Tigers. Et ils jouaient en noir et orange à l'époque, comme les Tigers de Princeton, et qu'on surnommait Oklahoma State, enfin Oklahoma A&M, la Princeton des Plains. Alors, juste pour la couleur, je vous rassure, et l'uniforme, parce que honnêtement, au niveau académique, on n'en est pas du même tonneau. Voilà, donc on espère 2 victoires pour les Tigers de Oklahoma A&M et de Princeton cette semaine. Voilà, c'était le petit moment anecdote. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode numéro 6, je crois, depuis le début de l'année en Ivy League. Je vous demande de m'excuser pour l'absence de la semaine dernière. Et puis nous, on se retrouve en fin de semaine prochaine pour un débrief en long et en large en travers de ce non, pas du tout, de ce Dartmouth Harvard qui va être excellent. Et la preview de la semaine qui suit. Voilà, bisous tout le monde.